à tous. Merci sur place et à distance d'assister à cette session dédiée au diagnostic de l'endométriose. Alors, comme pour les sessions précédentes, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à utiliser le chat. On pourra effectivement tâcher d'y répondre en fin de session. Donc, l'endométriose, c'est une pathologie qui concerne plusieurs centaines de milliers de femmes en France aujourd'hui, qui est responsable de douleurs pelviennes qui peuvent être invalidantes, qui peut également induire des troubles de l'infertilité, qui peuvent aller jusqu'à l'infertilité. C'est une pathologie complexe, avec un diagnostic qui peut être difficile, qui repose principalement sur l'imagerie. En 2018, la Haute Autorité de Santé avait produit de premières recommandations sur notamment le diagnostic de l'endométriose. En 2025, il était nécessaire d'actualiser ces recommandations, plus spécifiquement sur la partie imagerie. Et donc, pour nous présenter cette actualisation, merci au professeur Thomasin Nagara, radiologue, spécialiste de l'imagerie de la femme, qui a également été l'une des deux co-coordinateurs de cette recommandation et qui va donc nous présenter ce travail d'actualisation. Merci. Merci beaucoup Cédric. Donc, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui dans cet environnement que je ne connaissais pas et qui est vraiment magnifique. Et je suis particulièrement contente parce qu'on a eu la chance de collaborer, je le dis très sincèrement, avec une équipe extraordinaire de professionnels à l'HAS et qui ont permis de mener ce travail qui était un travail ambitieux dans des délais qui étaient assez courts, où c'était une labellisation, mais où on a évidemment respecté toute une méthodologie de l'HAS et qui nous a aidés parce que cette question est fondamentale. Il y a eu une stratégie nationale de l'endométriose qui a été votée et c'est la première fois dans le monde qu'une stratégie mondiale de l'endométriose est proposée. Et on avait vraiment besoin de référentiels, de standardisation pour aider finalement les patientes et les professionnels à orienter les femmes au sein de ces filières de prise en charge, ces filières qui sont régionales. La plupart des régions commencent à proposer ces filières de soins. Et c'était très important que finalement les femmes et les patientes qui sont suspectées d'endométriose puissent avoir la possibilité d'être adressées au bon endroit, que finalement les patientes qui nécessitent d'avoir des prises en charge très complexes puissent trouver les centres très complexes, mais qui d'autres puissent aussi également être référées à des centres de proximité. Et donc l'ambition de ces recommandations, c'était donc articulé autour de 5 thèmes. Donc c'est des recommandations qu'on a menées entre le Conseil professionnel de radiologie, qui regroupe toutes les entités de la radiologie, que ce soit la Société française, que ce soit la Fédération des libéraux, donc vraiment toutes les composantes de la radiologie, et bien sûr le Collège des gynéco-obstétriciens, le CNGOF. Et donc on a essayé de répondre à 5 questions. Alors évidemment, 25 minutes, je vois le temps qui passe, ce ne sera pas suffisant pour expliquer tout, donc on va essayer de passer un peu vite, mais bien sûr les diapositives resteront. Mais ces 5 questions, c'était d'abord connaître la place des différentes techniques d'imagerie, donc il y en a plusieurs. Ensuite, c'était de connaître, finalement, savoir protocoler et savoir réaliser dans de bonnes conditions une échographie endovaginale, pelvienne, qui reste l'examen de première intention. Et puis, un autre volet qui était extrêmement important, parce qu'on y est confronté tous les jours, c'était avoir un protocole standardisé en IRM pelvienne, parce qu'on est amené à réaliser cet examen finalement dans le diagnostic, ce qui n'est pas si fréquent, vraiment, quand l'échographie est négative, c'est vraiment l'IRM qui arrive en seconde intention. Et il fallait qu'on puisse avoir des protocoles qui puissent être relus, puisque la relecture est un enjeu majeur. On utilise l'IRM pour le diagnostic, on l'utilise aussi pour le bilan préopératoire. Et l'idée, c'est de ne pas refaire cet examen, qui est un examen qui est quand même coûteux pour les patientes. Et c'est important, on n'a pas d'accessibilité suffisante sur le territoire pour se permettre de refaire ces examens de façon itérative. Et donc, cette recommandation, elles ont été donc débutées début d'été 2024 et on a réussi à faire un rendu en juin 2025, puisque c'est l'objectif qu'on s'était fixé au congrès de la CIFEM. Et ces recommandations françaises ont pu être conduites en parallèle avec des recommandations européennes, qu'on a eu la chance avec le professeur Pascal Rousset, qui a conduit également ces recommandations avec l'HAS en France, au niveau de l'Europe. Et donc, on a un alignement qui est assez strict, en tout cas sur la partie IRM, puisque ce consensus européen est le premier consensus européen en IRM, a proposé un lexique en IRM, ce qui était extrêmement important aussi pour qu'on puisse parler des mêmes choses, qu'on puisse communiquer correctement
avec nos correspondants cliniciens, mais également avec les patientes, puisqu'il y a vraiment un enjeu de communication des résultats auprès des patientes. Ces patientes, comme vous l'avez très bien dit, qui attendent durant des années, c'est évalué à 10 ans le délai diagnostic pour une IRM, pour une endométriose. Et donc, c'était vraiment essentiel de trouver donc justement de quoi parler et de quoi communiquer correctement. Donc, ça, c'était les références. Les deux papiers ont été publiés, donc pareil, durant l'année 2025. Donc, tout d'abord, le premier volet, la stratégie diagnostique. On sait évidemment, l'idée était évidemment de coller avec cette filiarisation. Et l'idée, c'était d'avoir finalement des référents en fonction du moment où la patiente est adressée pour un bilan diagnostique d'endométriose. Évidemment, la première fois qu'une patiente consulte, il faut qu'il y ait le plus large nombre de professionnels de santé qui puissent répondre aux premières questions. Et la première question, c'est pas est-ce que j'ai une endométriose, c'est j'ai des douleurs abdominopelviennes qui sont en effet majorées pendant les règles, ou alors j'ai une infertilité. Et on sait qu'il y a énormément de pathologies qui peuvent conduire en fait à ces symptômes. Et c'est pour ça que la première ligne finalement, c'est de vérifier qu'il n'y a pas autre chose que l'endométriose. Évidemment, de temps en temps, de faire le diagnostic de l'endométriose. Et donc, ça va être vraiment reposé sur une évaluation clinique et également une échographie que l'on a appelée de première ligne pour justement pas seulement diagnostiquer l'endométriose, mais également exclure, notamment chez les jeunes patientes, les adolescentes. On sait qu'il y a beaucoup d'autres pathologies qui est très important de découvrir très tôt et qu'on puisse exclure finalement ces autres pathologies chez ces jeunes femmes. Alors, souvent, en fait, un traitement médical qu'on dit de première intention est instauré quand le symptôme des patientes, ce sont les douleurs. Et malheureusement, dans un certain nombre de cas, ce traitement n'est pas efficace. Et donc, c'est dans ce cas-là où les patientes doivent être adressées à des praticiens de deuxième ligne. Et là, ce qui va être très, très important, on a beaucoup insisté là-dessus dans ces recommandations, c'est vraiment que ça doit être un binôme. C'est-à-dire que ça doit être des radiologues qui travaillent, alors je dirais pas quotidiennement, mais en tout cas très souvent avec des gynécologues et des gynécologues qui savent justement parler avec leurs radiologues. Et c'est ça, ce binôme-là, qui conduira finalement à diagnostiquer de l'endométriose qui est un petit peu plus compliqué à voir, notamment grâce à la réalisation d'IRM. Et c'est vraiment dans cette deuxième ligne que l'IRM doit être recommandé. Souvent, en fait, c'est vrai qu'on peut être amené à refaire une échographie endovaginale qu'on appelle de deuxième ligne, et puis on va corréler les résultats avec l'IRM. Et c'est vraiment l'association entre toutes ces suspicions cliniques, il y a pas mal de questionnaires qui ont été développés, l'échographie et l'IRM, qui permet d'avoir la meilleure approche, en tout cas la meilleure efficacité diagnostique pour cette maladie en 2025, en novembre 2025. Alors, de temps en temps, malheureusement, on va essayer tout ce qui est possible. Il y a quand même beaucoup de traitements. Il y a des traitements médicaux, il y a aussi des traitements, des soins de support. Il y a beaucoup de choses qui sont maintenant, qui commencent à être proposées aux patientes. Et de temps en temps, malheureusement, c'est inefficace. Et les patientes vont devoir être référées pour une chirurgie. Et dans ces cas-là, on arrive en effet à une prise en charge de troisième ligne, notamment lorsqu'il s'agit de chirurgie complexe. Et là, ça va être très important justement que le radiologue qui va travailler dans ces équipes un petit peu spécialisées puisse relire l'IRM. Donc, on comprend très bien que les informations qu'il va avoir besoin sont très différentes que lorsqu'on a réalisé l'IRM au départ. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un protocole qui, en fait, finalement, permet de ne pas refaire l'IRM. Et puis, éventuellement, d'autres examens un peu plus spécialisés, en fait, justement, dans l'optique de faire une chirurgie. On sait que l'endométriose, malheureusement, peut toucher quasiment beaucoup d'organes, en tout cas dans le pelvis, que ce soit le tube digestif, que ce soit les voies urinaires. Et donc, il y a nécessité d'examens particuliers en prévision, éventuellement, de cette prise en charge chirurgicale. Donc finalement, en résumé, l'échographie endovaginale, l'indication est très large, puisqu'en fait, on fait une échographie, mais on ne fait pas une échographie de dépistage. On fait une échographie diagnostique parce qu'il y a un symptôme ou parce qu'il y a une plainte de la patiente. Donc on est vraiment dans du diagnostic précoce certes, mais du diagnostic. Et on sait que l'échographie va faire très bien dans certaines localisations où finalement c'est relativement facile de diagnostiquer les anomalies. On sait que par exemple pour l'endométriose qui touche les annexes, qu'on appelle l'ovaire ou la trompe, on a une très bonne performance diagnostique de l'échographie et dans la grande majorité des cas, et c'est une des localisations les plus fréquentes, l'échographie sera suffisante. Pareil, on sait que quand on apprend aux jeunes à se servir de l'échographie, notamment lorsque l'atteinte se situe au niveau du rectum ou de la vessie, c'est des locations plus rares, mais là aussi, on sait que c'est pertinent. Mais par contre, dans d'autres localisations qui sont malheureusement très fréquentes, notamment les fameux ligaments utérosacrés, qui sont très bien connus des patientes parce que c'est très souvent décrit, on sait que malheureusement, on a en fait des difficultés à les diagnostiquer. On fait des fois des diagnostics un petit peu excessifs de ces atteintes-là. Et on sait que dans ces cas-là, dans ces formes-là, il va falloir possiblement compléter l'échographie par autre chose. Et puis enfin, il y a des formes d'endométriose
qu'on appelle l'endométriose superficielle, qui ne peut pas être diagnostiquée par l'échographie. C'est pour ça que de temps en temps, quand l'échographie ne montre rien, on peut être amené à faire de l'IRM si notamment le traitement est inefficace. Alors bien sûr, pour pouvoir faire de l'échographie, comme d'ailleurs dans beaucoup d'examens d'imagerie, il faut connaître l'échographie. Et donc, il y a eu un gros travail, notamment du CNJOF, mais également de la Société française de radiologie, pour créer des formations et pour former les professionnels de santé à réaliser cette échographie en première ligne, mais également en deuxième ligne, pour des échographies un peu plus poussées, sur des questions un peu plus spécifiques, et également en IRM. Et c'est des formations qui sont maintenant disponibles depuis l'année dernière, en fait, que ce soit en e-learning et après avec des formations pratiques. La deuxième volet de ces recommandations, qui est important aussi, c'était toutes des recommandations qui n'existaient pas jusqu'à présent et qui étaient sur le savoir-être. C'est vrai que faire une échographie endovaginale, c'est pas toujours, ça peut être impressionnant pour les patientes. C'est un examen qui est relativement intime. Et il y a eu toute une série de recommandations qui ont été, donc on le sait, ces recommandations, il y a eu un groupe d'écriture qui était d'une douzaine de praticiens. Et puis après, il y a eu un grand groupe de lecture d'une cinquantaine de professionnels, avec vraiment des représentations de beaucoup de professionnels, que ce soit donc bien sûr des gynécologues, des radiologues, mais également des psychologues. Il y a eu également donc des médecins généralistes, des sages-femmes. Enfin, vraiment un panel très large pour essayer d'arriver à ces recommandations de savoir-être que je ne vais pas vous détailler, mais qui vont défiler sur les diapositives. Je les ai mis pour que vous puissiez les regarder tranquillement et qui, évidemment, permettent de finalement créer une ambiance rassurante, une ambiance dans laquelle la patiente puisse, évidemment, doit donner son consentement, mais doit également le réitérer, peut être accompagnée si elle le souhaite, pour que justement ce moment qui peut être en particulier chez les patientes qui ont de l'endométriose, en plus un moment où il y a des douleurs, puisqu'en fait on peut reproduire la douleur lors de cet examen, puisse être vécu le mieux possible, en tout cas, dans des conditions en tout cas qui soient optimales pour ces patientes. Donc ensuite, la deuxième partie, c'était d'essayer d'expliquer finalement un peu de savoir-faire en échographie, et c'était d'expliquer la performance de l'examen, bien sûr, qui, vous le voyez, est assez bonne pour ce qu'on a dit tout à l'heure, pour des atteintes assez fréquentes, comme les atteintes au niveau des endométriomes. On sait que du coup, on a un certain nombre d'éléments. Donc dans ces recommandations, on a eu comme ça, il a été précisé tous les éléments qui doivent apparaître dans le compte-rendu d'échographie pour aider à la prise en charge. Par exemple, toutes ces recommandations sur le caractère unique, bilatéral, est-ce que la taille, etc. Ce sont des critères qui sont importants pour la prise en charge, notamment en termes de fertilité de ces patientes. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont très utiles. Et donc, il y a eu comme ça un compte-rendu. Et c'était aussi un des objectifs de ces recommandations, c'était de faire des fiches pratiques. Donc, il y a eu des fiches pratiques sur le savoir-faire, on a vu, une information qui puisse être donnée aux patientes, qui est disponible sur le site de l'HAS, mais également des comptes rendus types pour l'échographie, avec tous ces éléments qui sont présentés. Et puis, les signes d'alerte, par exemple, on sait que de temps en temps, en échographie, l'aspect n'est pas habituel. Et donc, savoir quand, justement, il faut passer à autre chose, passer en IRM, parce qu'on sait que, malheureusement, de temps en temps, l'endométriome peut devenir, en fait, malin. Et donc, c'est important d'avoir ces critères-là pour que, du coup, l'alerte soit posée. Il y avait également donc, dans ces recommandations une aide pour finalement avoir une approche très systématique. Donc on s'est inspiré, parce que bien sûr ce sont des recommandations, il y avait beaucoup de consensus qui avait été décrit, donc toute une partie de la recherche bibliographique, ça a été justement de reprendre les consensus qui avaient pu être validés au niveau international. Et donc un des consensus sur l'échographie, c'était comme ça de réaliser de façon step by step, parce que c'est en anglais, hein, donc je suis désolée pour cet anglicisme, mais en tout cas, donc, voilà, donc commencer par les choses simples et ensuite aller vers les choses un peu plus complexes, et notamment ce qu'on appelle l'endométriose profonde. Donc tout à l'heure, on a parlé d'endométriose superficielle, c'est quand les implants se mettent sur le péritoine. Ensuite, elle peut toucher les ovaires, l'endométriose annexielle. Et le troisième grand phénotype, c'est ce qu'on appelle cette endométriose profonde. Ça veut dire quoi, profond? Ça veut dire que finalement, les implants vont passer sous le péritoine et aller s'infiltrer dans les musculeuses qui se situent sous le péritoine, et donc créer des atteintes, comme on dit tout à l'heure, du tube digestif, de la vessie, etc. Et donc, ce chapitre savoir-faire va décrire toutes ces localisations, et elles sont nombreuses. Et c'est ça la difficulté. Et quand on fait de l'imagerie et qu'il y a beaucoup d'atteintes possibles, ce qui est très important, c'est d'avoir une analyse systématique. C'est-à-dire, en fait, de savoir où poser ses yeux. Ça va être valable en échographie, ça va être aussi valable en IRM. Et on a proposé dans ces recommandations, ce qui jusqu'à présent n'était pas finalement fait de façon assez régulière, de finalement proposer une analyse par compartiment très systématique pour que justement on puisse
étape après étape, ne pas rater quoi que ce soit quand on fait de l'imagerie. Et c'est l'idée donc justement de cette schématisation. Alors les dessins, c'est pas toujours exactement collé à la réalité, mais en tout cas, c'est une manière plus compréhensible de voir tout ce qu'il y a à voir dans l'endométriose. Vous voyez que l'endométriose peut toucher les organes classiques. Donc, pour certains d'entre vous reconnaîtront sûrement l'utérus, qui est l'organe qui est rose au milieu, la vessie qui est devant, le rectum qui est derrière. Et on sait que malheureusement, l'endométriose, ça touche ces organes, mais ça peut aussi aller latéralement. Et ça va être vraiment un des enjeux. Parce que si les localisations centrales qu'on vient de décrire, vessie, utérus, vagin et rectum, on arrive assez bien à les voir en échographie parce que c'est pas loin de la sonde quand on fait l'échographie endovaginale. Par contre, ce qui est beaucoup plus loin, ce qu'on appelle les atteintes latérales, qui sont vraiment extrêmement importantes parce que ça peut être des petites atteintes nerveuses qui vont expliquer une partie des symptômes des patients. Là, par contre, on va avoir besoin d'examens qui sont plus compliqués comme l'IRM pour voir ces localisations. Donc voilà, donc vous voyez qu'il y en a beaucoup des localisations, on n'aura pas le temps de toutes les détailler. Ce qui a l'avantage de ces recommandations, et ça je vous invite donc à les lire, vous allez avoir pour chaque localisation, et là vous avez l'exemple de définition en échographie, vous avez la même chose en IRM, une définition exacte pour pouvoir justement avoir un diagnostic qui soit le plus reproductible possible, et que quand on dit voilà il y a une atteinte de la vessie, ben, en fait vous avez la définition de ce qu'est l'atteinte pour justement ça a une valeur d'abord de standardisation, mais aussi une valeur éducative pour les praticiens, pour qu'ils comprennent quand c'est qu'il faut diagnostiquer telle ou telle atteinte et qu'on puisse avoir quelque chose finalement qui est évaluable dans le temps chez nos patientes. Donc voilà, donc je vais passer un petit peu vite sur toutes ces définitions. Pareil, il sera disponible et c'est de toute façon sur le site de la HAS. Et vous voyez qu'en pratique, j'ai fait exprès de montrer des images où vous avez à la fois une échographie et une IRM pour vous montrer l'importance finalement de réaliser ces examens de façon groupés. Et ça, c'est vrai, c'est très important parce qu'on fait des échographies de première ligne, mais souvent, quand nous, radiologues, on fait des IRM, on peut revenir à l'échographie parce que finalement, on peut expliquer ce qu'on a en IRM en échographie. Et c'est pour ça qu'il faut absolument aligner ces deux techniques et que ces deux techniques soient faites par des équipes qui ont l'habitude de prendre en charge ces deux techniques pour finalement maximiser l'information qu'on a via ces techniques d'imagerie qui sont très complémentaires. Et un très bon exemple, c'est sur le tube digestif où, par exemple, l'échographie voit très bien la paroi, mais l'IRM permet très bien de voir quand il y a plusieurs localisations très loin les unes des autres. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en parallèle. Alors, sur les localisations latérales, c'est complexe, mais en fait, c'est pour vous expliquer que en latéral, il peut y avoir aussi beaucoup d'atteintes, c'est plus rare. Et en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que pourquoi c'est important de diagnostiquer ces atteintes, c'est parce que vous voyez qu'il y a un petit schéma. Bon, c'est très mauvais, c'est moi qui file le dessin, donc excusez-moi, je n'ai pas des compétences extraordinaires, mais ça permet de comprendre les choses. On a ce qu'on appelle le fameux plexus hypogastrique inférieur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est très important parce que c'est un plexus nerveux. Les nerfs, c'est ce qui fait la sensibilité et la motricité, mais ce plexus particulièrement, il est impliqué dans l'innervation des organes pelviens. Et il va être souvent mise en cause quand on a ce qu'on appelle des dyspareunies, qui est un des symptômes des patientes, qui sont des douleurs pendant les rapports, ou des dysménorrhées. Souvent, ce sont les petites fibres du plexus hypogastrique qui sont justement atteintes. Et quand on prévoit de faire une chirurgie, il faut surtout ne pas léser plus que ça n'est déjà ces fibres. C'est pour ça que c'est très important de faire cette IRM avant une prise en charge opératoire pour justement décrire ce qui se passe et ne pas prendre le risque d'aggraver ou en tout cas de générer des symptômes chez ces patientes. Et donc, du coup, voilà, je vous ai mis un seul exemple parce que ce n'est pas un cours d'imagerie, mais je trouvais que c'était quand même bien d'illustrer les choses. Ça, c'était une patiente donc jeune qui avait des douleurs depuis très longtemps. Quand on fait l'échographie, on voit déjà beaucoup de choses. On voit que cette atteinte, cette patiente, alors pour les échographistes qui seront connectés, reconnaissent très facilement probablement une atteinte importante au niveau du tube digestif. On voit qu'il y avait aussi une atteinte au niveau du vagin, mais on avait complètement raté toute une partie des atteintes qui était une atteinte beaucoup plus latérale qui touchait ce plexus qu'on voit en fait sur la partie droite de l'image, puisqu'en imagerie, la gauche est à droite et la droite est à gauche, et qui est extrêmement importante à décrire parce qu'on sait que c'est une des explications d'éventuelles complications post-opératoires. Et ça va être très important de l'indiquer avant la décision d'une prise en charge chirurgicale. Donc voilà, donc ça résume un petit peu finalement la place de l'IRM et de l'échographie. Vous voyez que l'endométriose superficielle, que ce soit l'échographie ou l'IRM, on n'est pas très bon, on le sait, et c'est pour ça qu'il y aura peut-être dans l'avenir la place à d'autres types d'imagerie, de tests diagnostiques. Pour ce qui est ovaire, on fait plutôt aussi bien en échographie qu'en IRM, et souvent l'échographie est suffisante. Mais en tout cas, quand on veut aller plus loin, qu'on veut diagnostiquer et faire une cartographie de tout ce qui se passe au niveau profond, c'est important de combiner l'échographie et l'IRM.
Donc finalement, vous avez compris avec ça les indications de l'IRM. Il faut que l'échographie soit négative. On ne fait pas des IRM de dépistage, sûrement pas. Et on le fait souvent quand le traitement a été un échec, puisqu'en pratique, on sait que du coup, on ne peut pas faire des IRM trop tôt, parce que le risque de faire des IRM trop tôt, c'est de faire des faux positifs et de finalement créer plus de pathologies qu'il n'en soit. Donc c'est important de satisfaire à cette gradation. Par contre, c'est vrai que quand la patiente est référée pour une chirurgie, c'est très important, évidemment, qu'elle puisse bénéficier d'une IRM pour se mettre dans les meilleures conditions. Et donc, c'est pour ça qu'on a abordé dans ces recommandations comment on fait une IRM. Ça paraît tout bête, mais une IRM n'est pas semblable à une autre. Le radiologue doit choisir quelle séquence faire, doit préparer la patiente. Et pour les patientes qui seraient connectées, on vous demande de faire en fait des choses particulières pour faire une IRM d'endométriose, mais elles sont tellement importante. Et il y a eu cette étude multicentrique qui avait bien montré que si on fait ce qu'on appelle une préparation digestive, on améliore de façon très importante la détection des lésions. Donc c'est très important de se mettre dans des conditions qui soient vraiment optimales pour pouvoir faire cet examen. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de séquences qui sont importantes à avoir, et notamment on a, avec les progrès de l'intelligence artificielle, la possibilité aujourd'hui en IRM de faire des séquences 3D. Et ça, c'est très important pour se mettre exactement dans le bon plan. Et aujourd'hui, avec les progrès de l'imagerie, on arrive à avoir des cartographies qui sont vraiment extrêmement performantes et qui sont très aidantes si par hasard un traitement chirurgical est envisagé. Donc de la même façon, vous voyez qu'on a des descriptions, et ça c'est en anglais, mais on a les mêmes en fait en français, de toutes les atteintes qu'on a en IRM, tout comme on l'avait en échographie, avec des corrélations qui ont été faites de ces atteintes entre l'échographie, l'IRM et la chirurgie. Donc voilà, donc à la fin de tout ça, c'est vrai que c'est important quand on a toutes ces anomalies d'avoir quand même une idée et d'avoir, alors on ne résume jamais une pathologie à un score, une classification, mais l'idée c'était de développer un score qui permette justement d'orienter dans les filières et de prédire finalement les risques de la chirurgie, pouvoir discuter avec les patients. L'endométriose, c'est une pathologie qui est bénigne, il n'y a jamais une obligation de se faire opérer, mais souvent c'est parce qu'il y a une altération très importante de la qualité de vie qu'on propose une chirurgie. C'est vrai que quand la patiente doit prendre cette décision, c'est important qu'elle comprenne bien ce qu'elle a et qu'elle puisse justement, que la décision soit partagée avec son chirurgien. Et c'est vrai qu'un des moyens qu'on a trouvé, c'est de développer cette classification qu'on a développée en France et qu'on a validée de façon multicentrique dans un journal qui s'appelle le JAMA, pour pouvoir justement aider à prédire la complexité de la maladie et le risque et finalement le degré de complexité de la chirurgie. Et donc c'est finalement savoir quel patient doit être référé dans ces fameux niveaux 3 de prise en charge. Et cette classification qu'on a appelée DPEI, en fait, est assez simple parce que c'est pour ça qu'elle est complètement collée à cette analyse compartimentale. On compte avec par point le nombre de compartiments atteints en fonction des localisations qu'on a trouvées, et ça donne un score de 1 qui peut aller jusqu'à 18. Et ce score, on a montré qu'il était corrélé, par exemple, c'est important pour une patiente de savoir combien de temps elle va être hospitalisée si elle doit être opérée. Et ça, c'est quelque chose qui est corrélé à ce score. C'est-à-dire, on sait que, par exemple, quand le score est très élevé, il faut rester hospitalisé généralement plus longtemps. Quand le score est très élevé, il y a plus de complications. Donc, c'est toute l'information patiente qui est aidée par ce score. Et vous avez compris qu'il y a beaucoup de nouveautés. Et comme il y a beaucoup de nouveautés, il fallait aider à la diffusion de ces recommandations. Et notamment, en fait, donc la CIFEM, a participé à un hackathon l'année dernière, et a voulu, lors de ce hackathon, pouvoir finalement mettre dans une application et mettre sur un site internet qui est évidemment gratuit et accessible à tous, ces recommandations de l'HAS en images. Et donc, il y a cette application qui est disponible maintenant sur App Store et sur Google, qui a été développée, qui aide non seulement à décrire les différentes atteintes qu'on a pu voir, que ce soit superficielles, donc on coche en fait les différentes atteintes qu'on voit, au niveau également annexiel, donc c'est pour aider le radiologue finalement à calculer ce score. Donc on coche, vous voyez, toutes les petites atteintes qu'on a trouvées. Si on se rappelle, si le radiologue a des doutes sur l'information, finalement les critères diagnostiques de l'HAS, ils sont retrouvés là avec ces vidéos qui réexpliquent en fait. Alors, il y a un petit sono, mais on n'a pas besoin. Et puis, donc, en fait, le gros avantage de cette appli, et ça peut être utile aussi pour les patientes, c'est que ça crée un schéma. Et pour faire comprendre aux patientes, c'est tellement plus facile que tous ces termes un peu barbares qu'on a vus jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que c'est très utile. Et puis, bien sûr, ça calcule le score, ce qui aussi est utile parce que c'est pas toujours facile d'appréhender tous ces scores, avec évidemment la possibilité d'imprimer un compte-rendu pour les patientes et d'avoir toutes les filières avec leurs adresses Internet qui sont notées sur ce compte-rendu. Donc voilà, donc en conclusion, on a essayé justement de standardiser à la fois les comptes rendus d'imagerie en écho et en IRM. On a essayé également de développer des outils qui aident à orienter les patientes au sein des filières et qui aident à la décision partagée
avec le chirurgien si une décision de chirurgie est prise. Et puis évidemment pour essayer que ces recommandations soient le plus diffusées possible. Alors il y a eu ce beau texte qu'on a publié en version courte et en version longue sur le site de la HAS, mais également en fait cette application qui peut aider non seulement à la prise en main de ces recommandations par les radiologues et l'ensemble des personnes. Ça peut être appliqué également en échographie. Finalement, le score est à peu près la même et la map peut tout à fait être utilisée, mais également pour aider les patientes à comprendre leur compte-rendu, parce qu'elles peuvent tout à fait aussi s'emparer de cette application pour comprendre ce qu'elles ont dans le compte-rendu qui est réalisé par le radiologue et qui n'aurait pas utilisé encore cette application. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Thomassin. Donc, on va passer à la deuxième partie de cette session. On a pas mal de questions qui ont été posées. Donc, on va commencer, je dirais, dans l'ordre. Y a-t-il un dépistage de l'endométriose ou parlons-nous de diagnostic précoce? Alors, comme on l'a dit, un dépistage, moi je fais beaucoup de dépistage du cancer du sein, ça s'adresse à des femmes qui n'ont rien. Le principe d'un dépistage, c'est que du coup on cherche, même si la patiente est totalement asymptomatique. On n'est pas du tout dans ce cadre-là, dans le cadre de l'endométriose. On est finalement sur un diagnostic précoce. On espère en tout cas plus précoce que les 10 ans habituels moyennes pour faire ce diagnostic. Mais les patientes sont symptomatiques. Donc ça peut être aussi des symptômes douloureux, ça peut être également une infertilité. On a des symptômes un peu plus rares, il peut y avoir des lombalgies, il peut y avoir par exemple des difficultés à uriner. Il y a pas mal de cortège de symptômes qu'on connaît assez bien. Et quand les patientes viennent faire des imageries, on les réinterroge pour savoir finalement si on a plusieurs symptômes qui sont évocateurs. Il y a beaucoup de symptômes qui sont non spécifiques. C'est ça d'ailleurs la difficulté de l'endométriose. Et puis ce qu'on évalue également, c'est finalement l'impact de ces symptômes sur la qualité de vie avec des scores, des échelles. Donc on demandera souvent aux femmes qui viennent faire leurs examens, est-ce qu'elles ont une douleur qu'elles évaluent à 1 sur 10, 2 sur 10 et 10 sur 10 pour justement avoir cette notion de l'impact qu'ont les douleurs sur la qualité de vie qui va aussi modifier, notre façon de les adresser dans les filières. Donc tout ça, c'est des informations qu'on collecte, mais on est vraiment dans le cadre du diagnostic. Un symptôme qui occasionne une imagerie. Alors, autre question, peut-on proposer une échographie endovaginale, quel que soit l'âge? Alors, je dirais que l'âge importe pas tant que ça. Ce qui va être important, évidemment, c'est si la patiente est vierge ou pas, parce que la patiente doit, évidemment, on ne peut pas faire d'échographie endovaginale si la patiente n'a jamais eu de rapports endovaginaux. Et donc, bien entendu, ça limite beaucoup l'apport de l'échographie dans cette indication. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique qu'on peut avoir, notamment chez les adolescentes, où en fait, on n'est pas à même de faire des échographies endovaginales. Mais chez ces jeunes patientes, c'est quand même très important qu'il y ait une échographie qui soit faite par quelqu'un qui a l'habitude de faire des échographies, notamment pédiatriques, parce que, comme on le disait tout à l'heure, ça va être très important d'éliminer les autres causes de douleur. Et on sait que par voie qu'on appelle suspubienne, on est quand même capable d'avoir un diagnostic de nombreuses pathologies autres que l'endométriose. Donc ça reste quand même, l'échographie reste l'examen de première intention, même si ce n'est pas par voie endovaginale. Alors justement, pour être en lien à ce point-là, une question qui demande, y a-t-il un âge pour diagnostiquer l'endométriose? Est-ce possible à l'adolescence? Donc, si elle est vierge, on venait d'y répondre. Quelle est la place de l'échographie transpariétale si l'écho endovaginal n'est pas possible? Voilà, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Moi, je dirais que, très honnêtement, c'est vrai que souvent, il y a une attente importante de ces jeunes filles qui peuvent avoir des douleurs qui sont extrêmement invalidantes, qui les empêchent d'aller à l'école. Il y a toute une attente même de l'ensemble de la famille. C'est vrai que nous, on est assez, on prend beaucoup de précautions parce qu'on sait que quand on fait des IRM trop tôt, on peut aussi rater des choses parce que les signes sont subtils et une fois qu'on a fait un examen qu'on considère négatif, finalement, on va avoir tendance à ne pas le reproduire. Donc nous, c'est vrai qu'on essaye quand même de ne pas faire d'examen avant 18 ans. Alors, il n'y a pas de cut-off, il n'y a pas de règle exacte, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a fait une bonne échographie, il faut éviter de faire des IRM trop tôt dans la vie des jeunes filles. Et donc, du coup, la question suivante qui arrivait était, à quel âge est-il recommandé de réaliser une première IRM pour recherche d'endométriose? Pas d'âge. C'est diabolique. Non, c'est très difficile. On ne peut pas dire avant, oui, après. Mais c'est vrai qu'il y a eu des études qui ont montré que quand on commence à faire des IRM entre 15 et 18 ans, on a justement cette problématique-là. Donc, c'est pas qu'on essaye en fait de retarder au maximum. Après, c'est vrai que du coup, c'est toujours une balance qui est faite entre l'impact sur la vie de ces patientes et puis l'inefficacité souvent des traitements. Alors, autre question. Si la patiente a de nombreux symptômes de l'endométriose, mais l'échographie et l'IRM normales, cela signifie-t-il qu'il n'y a pas d'endométriose?
Alors, en tout cas, il n'y a pas d'endométriose grave. Alors, qu'est-ce que ça veut dire grave ou complexe? En tout cas, d'endométriose, on n'a pas d'endométriose profonde et on n'a pas d'endométriose annexielle, qui sont quand même les deux formes, qui sont celles pour lesquelles il faut faire un traitement qui peut être amené à traiter chirurgicalement. Par exemple, sur les endométriomes, c'est vrai quand on a une période d'infertilité, eh ben, c'est vrai qu'il faut... Il faut... Non, mais c'est bon ou pas? Ah, ça y est, parce que j'avais un écho. Tu n'es pas d'accord avec moi? Non, il y a pas Donc, du coup, il faut en fait pouvoir les traiter. Donc, c'est important. Ces deux formes-là peuvent amener à des traitements chirurgicaux ou à des traitements rapides. Par exemple, c'est vrai qu'il faut diagnostiquer quand l'endométriose peut toucher ce qu'on appelle les uretères, qui sont les petits conduits qui vont des reins à la vessie. Il ne faut surtout pas laisser les reins se dilater. Donc, ça, ce sont des endométrioses qui sont, je dirais, alors le grave n'est pas bon, mais en tout cas des endométrioses qui sont complexes et qu'il faut diagnostiquer. Il y a une forme d'endométriose qui est un peu à part, qui est ce qu'on appelle l'endométriose superficielle, où ce sont des implants qui sont sur le péritoine. Et on n'a pas, là, la littérature et les pratiques, on sait que ces formes-là, probablement, ne doivent pas bénéficier d'un traitement autre que médical. Donc, je dirais, oui, on peut rater des endométrioses superficielles en imagerie, mais finalement, ce ne sont pas celles qui doivent être référées à une chirurgie. Et en 2025, pour le moment, le traitement médical ne va pas être tellement modifié. Peut-être que dans l'avenir, on aura intérêt à diagnostiquer ces formes superficielles parce qu'on aura développé des molécules qui peuvent traiter spécifiquement cette maladie-là, qui peut être source en effet de douleur. Mais en 2025, finalement, que l'on fasse ce diagnostic d'endométriose superficielle ou pas, ça ne va pas changer, en tout cas aujourd'hui, la prise en charge de façon massive de ces patientes. Est-il possible que l'endométriose disparaisse après une grossesse? Ah, tout peut arriver, c'est le principe, hein. Tout peut arriver. C'est vrai que ce qu'on dit souvent, c'est que les grossesses sont un petit peu, en effet, peuvent être un petit peu un facteur protecteur. C'est vrai qu'on peut avoir des diminutions de la maladie endométriosique de par l'imprégnation hormonale pendant la grossesse, mais il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer pendant la grossesse. Ça peut en effet faire diminuer. En tout cas, ce qui est important, c'est que si la patiente a de l'endométriose et a une grossesse, c'est que déjà, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'infertilité. Ça montre bien d'ailleurs que, et ça c'est un point très important, c'est pas parce qu'on a un diagnostic d'endométriose qu'on va nécessairement avoir des problèmes pour avoir des enfants. Et ça aussi, c'est très important quand on va en consultation les jeunes patientes, c'est une des questions qu'elles ont. L'un n'est pas du tout, enfin, il peut y avoir en effet un impact, mais il peut tout à fait y avoir aucun impact. On découvre de temps en temps des endométrioses, même régulièrement, des endométrioses chez des patients de 50 ans qui ont déjà leurs enfants et qui ne savaient pas du tout qu'elles avaient de l'endométriose. On pose aussi la question, quelle place de l'échographie de deuxième ligne dans l'endométriose? Alors, comme on l'a dit, l'échographie, c'est une échographie qui doit être faite le plus largement possible, avec des praticiens qui peuvent ne pas avoir une expertise, parce qu'en fait, quand on est, par exemple, radiologue généraliste, on fait toutes les échographies, on sait faire les choses simples, comme on a décrit, mais c'est vrai que quand ça devient un petit peu plus compliqué, on ne peut pas être spécialiste dans tout. Donc, c'est vrai que cette échographie de deuxième ligne, elle peut avoir deux rôles. Premièrement, c'est vrai que ça peut être d'abord pour avoir une acquisition plus spécialisée en cherchant des localisations un peu plus complexes par des radiologues ou des gynécologues qui ont l'habitude de faire ça en fait finalement au quotidien. Et puis l'autre intérêt de l'échographie de seconde ligne, c'est que on a vu tout à l'heure dans le bilan préopératoire, on va avoir besoin d'informations qui sont vraiment complètement différentes du diagnostic. Je vous donne un exemple. La patiente, elle doit avoir une chirurgie digestive. Là, on a le chirurgien, il va avoir besoin de la taille exacte, de l'épaisseur de la teinte, de la circonférence. Et c'est des critères qu'on voit très bien en échographie, mais évidemment, il faut les chercher. Donc, c'est vrai que dans ce bilan-là, on peut être amené à faire des échographies qu'on appelle de deuxième ligne. C'est vraiment des échographies qui sont faites par des praticiens gynécologues ou radiologues spécialisés avec finalement des questions. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une deuxième ligne. C'est pour ça qu'il y a un compte-rendu différent, beaucoup plus riche sur le site de l'HAS qui est proposé, parce que justement, on arrive en échographie à aller beaucoup plus loin que ce premier screening qui est très important, mais qui évidemment en fait ne répond pas à toutes les questions. Est-ce que l'endométriose est héréditaire? Vaste programme. On sait c'est vrai que quand on regarde les cohortes, et donc il y a notamment cette grande cohorte qu'on part, en fait, qui commence à regarder quels sont les facteurs de risque, c'est vrai qu'il y a des familles en fait, de patientes qui ont de l'endométriose, mais pour le moment, on n'a pas défini en fait, le risque exact. Mais en fait, en effet, il y a des choses qui doivent être encore identifiées. Il y a sûrement en fait, des facteurs héréditaires, mais ce n'est pas du tout la majorité. C'est-à-dire qu'en fait, en pratique, on sait qu'il y a tout un ensemble de facteurs qu'on appelle phénotypiques, c'est-à-dire qui sont liés aux conditions de vie, à plein d'éléments qui ne sont pas liés aux gènes. Donc les gènes, ça n'explique pas tout, comme toujours, souvent en médecine. C'est une partie de l'explication, mais pas la plus grande partie, je pense, en endométriose.
Est-il possible qu'une endométriose s'aggrave d'un coup, type retour de cycle après arrêt de la pilule? C'est très possible, ça se voit assez souvent. C'est souvent l'efficacité des traitements. Donc, il n'y a pas que les traitements hormonaux. On sait qu'il y a des traitements qui sont des traitements de la douleur, des traitements antispasmodiques, des traitements type anti-inflammatoires, et puis en effet, les traitements hormonaux. Et ce que fait le traitement hormonal, généralement, c'est une mise au repos finalement de l'appareil hormonal. Et c'est vrai que quand on arrête ce traitement hormonal, il peut y avoir un redémarrage. Et en effet, on peut observer, c'est pas non plus systématique également, mais un retour des douleurs. Est-ce que l'endométriose peut être localisée au niveau du diaphragme? Peut-elle créer des douleurs généralisées? C'est une excellente question. Je ne sais pas qui l'a posée, mais c'est une très bonne question. Alors oui, en effet, on peut avoir, comme le diaphragme, en fait, le principe, c'est que si on revient à l'origine, l'éthiopathogénie de l'endométriose, la principale hypothèse, c'est que les matériaux qui sont pendant les règles sont reflués par les trompes dans la cavité péritonéale. Et on a cette cavité péritonéale va jusque dans le diaphragme, notamment entre l'espace entre le foie et le diaphragme, ou entre la rate et le diaphragme. Et on peut trouver des petits implants qui se logent à cet endroit-là. Et c'est vrai que quand on fait une IRM pelvienne, souvent, on n'explore que la partie basse, le pelvis. Et c'est vrai que dans les recommandations, notamment européennes, qui était une recommandation de consensus d'experts, on a posé la question, doit-on insérer systématiquement une séquence de screening, alors pour le coup dans le dépistage, même si on n'a pas de symptômes, de ces formes diaphragmatiques. Et finalement, la plupart des experts ont répondu non. Donc on n'a pas obtenu un consensus, mais c'est vrai que ça peut être intéressant quand même, surtout quand on est en deuxième ligne, en fait, d'associer ces séquences sur le diaphragme. Et puis il y a un moment où il faut absolument les faire, c'est quand il y a des symptômes qui évoquent des localisations au niveau du diaphragme. C'est notamment les patientes se plaignent ce qu'on appelle de scapulalgie, qui sont les douleurs qui irradient dans l'omoplate. C'est assez typique en fait, des atteintes au niveau diaphragmatique. Donc on a quand même des éléments quand on les interroge qui nous orientent vers ces localisations. Et en effet, on peut les diagnostiquer en IRM. Les imageries doivent-elles être renouvelées chaque année avec ou sans traitement hormonal? Alors je dirais non. Pour le coup, des fois, mais je dirais non. Il y a peut-être une exception. Alors d'abord, on va dire non. Pourquoi? On fait de l'imagerie dans l'endométriose pour répondre à une question. Donc ça, c'est très important. On n'est pas dans du dépistage. Donc on retombe sur la question de départ. Donc on fait finalement des imageries quand il y a des symptômes qui se modifient, ou alors quand on doit prendre en charge parce que les symptômes se sont aggravés ou ne répondent plus au traitement médical et on doit aller plus loin en chirurgie. Donc là, on refait des imageries. C'est important parce que c'est vrai que souvent, on voit comme ça des contrôles itératifs qui n'ont pas d'intérêt sauf dans une situation. Je vous ai expliqué tout à l'heure que l'endométriose, elle peut atteindre ce qu'on appelle les compartiments latéraux. Et dans les compartiments latéraux, il y a ce fameux urtère. Et c'est vrai que quand on a comme ça des formes latérales, ce qui risque de se passer année après année, c'est que du coup, l'infiltration touche l'urtère et se met à dilater les reins. Donc là, c'est la seule indication de suivi systématique, même s'il n'y a pas de symptômes, où on demande aux patientes de régulièrement pas nécessairement faire des IRM, parce que l'échographie répond très bien à la question, mais d'avoir régulièrement des échographies au niveau des reins pour vérifier en fait que du coup les reins ne se dilatent pas. Y a-t-il une évolution de la prise en charge de l'endométriose avec l'âge, ménopause notamment? Eh ben, c'est vrai qu'avec la ménopause, là, pour le coup, normalement, les images, en tout cas les symptômes vont régresser. Donc, c'est vrai que quand il y a eu un traitement hormonal qui a été préconisé durant la période d'activité génitale, généralement, on va l'arrêter au moment de la ménopause, parce que ça va être aussi associé à un arrêt des symptômes. Donc, je dirais qu'avec la ménopause, en effet, généralement, les symptômes vont avoir tendance à régresser, voire à disparaître. Et donc, alors, c'est pas vrai pour toutes les patientes, parce que ce qui se passe, c'est que quand il y a une maladie profonde, ce qu'on appelle profond, il y a une composante qui est glandulaire, c'est-à-dire liée justement aux cycles hormonaux, et puis il y a une composante qu'on appelle fibreuse. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des symptômes qui persistent chez la patiente ménopausée, parce que cette composante fibreuse, elle ne va pas nécessairement diminuer avec l'arrêt des cycles. Donc il peut y avoir des symptômes qui restent, mais là du coup le traitement hormonal est moins efficace, parce que le traitement hormonal va surtout jouer sur la composante glandulaire, donc il faut trouver d'autres traitements qui puissent être efficaces pour ces patientes. Alors, faut-il demander un deuxième avis pour une patiente avec infertilité, PMA en cours, dans un autre centre expert?
Alors, je ne sais pas, enfin, c'était toujours compliqué. C'est déjà un centre expert, on peut considérer qu'elle a quand même bien été explorée. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si la patiente n'a jamais été réellement explorée pour une endométriose, c'est-à-dire n'est pas allée jusqu'à l'étape d'IRM et qu'elle a déjà eu des non-succès, enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu de la PMA et qu'il y a eu une ou deux tentatives qui est infructueuse, c'est important de ne pas faire trop de tentatives avant d'avoir éliminé le diagnostic d'endométriose, parce qu'on sait que le traitement de l'endométriose peut améliorer les chances que la PMA fonctionne. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir ce diagnostic et ne pas utiliser toutes les chances qu'on aurait et trop stimuler les patientes sans avoir fait ce diagnostic. Mais si elle est déjà dans un centre expert, je dirais que normalement, ils savent de quoi ils parlent. Donc voilà, je n'irai pas de changer de centre expert en tout cas. Quelles sont les avancées majeures thérapeutiques actuellement sur la partie endométriose? Alors, moi, je suis radiologue, mais je vais vous raconter ce que je vois. Alors, ce que je vois, c'est que nous, ce qu'on voit en tant que radiologue, c'est ce qui se passe après les chirurgies. Nous, ce qu'on a vu au cours des années, parce que moi, l'endométriose, c'était le sujet de ma thèse de médecine. Donc, ça fait un certain temps. Donc, ça fait une vingtaine d'années, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'année après année, la chirurgie est devenue de moins en moins agressive. C'est-à-dire qu'on a développé des techniques qui sont de moins en moins invalidantes pour les patientes, où les patientes peuvent sortir beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que là, on arrive à des chirurgies, même des chirurgies complexes, où les patientes peuvent sortir au bout de 1 ou 2 jours avec finalement un taux de complications, notamment ce qu'on appelle le sondage qui peut arriver de temps en temps, en fait, qui est de moins en moins fréquent parce que les techniques chirurgicales se sont améliorées. On fait de plus en plus ce qu'on appelle de célioscopie. On n'ouvre plus le ventre comme avant et heureusement. Donc finalement, en fait, il y a eu un progrès, une désescalade, en fait, finalement, parce qu'on a rendu des gestes plus précis, plus personnalisés, parce qu'on a aussi amélioré les techniques d'imagerie et donc du coup, on prédit mieux les choses. Donc je dirais sur la partie que je connais, c'est-à-dire finalement, moi, quand je fais les imageries derrière les chirurgies, on a l'impression quand même que les techniques se sont beaucoup améliorées. Ça, c'est un plus. Après, sur la partie innovation, traitement médical, je pense que je ne suis pas compétente. Alors, on a également une question sur les soins infirmiers qui peuvent être proposés dans la prise en charge d'une endométriose sévère. Alors oui, c'est toute une. Nous, c'est ce qu'on appelle les soins de support. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités pour ces patientes qu'on va probablement pas détailler parce que je vais en oublier. Et donc, je fâcherai certains corps de métier, on va dire. Mais c'est vrai qu'avant d'envisager une chirurgie, il y a, en plus du traitement médical, toute un cortège. Et donc, c'est vrai que ce qui se développe aujourd'hui et qui a beaucoup de sens, c'est finalement les centres qui sont dédiés à la douleur avec toutes les possibilités que l'on a de gérer la douleur et qui sont très vastes, hein, parce que ça part avec beaucoup de corps de métier. Il y a en effet toutes les techniques qu'on appelle de radiologie interventionnelle, il y a des ostéopathes, il y a la physio, il y en a plein en fait qui peuvent être proposés. Et en fait, il faut, enfin, on sait qu'il y a des choses qui marchent très bien. Alors vous dire lesquelles marchent et lesquelles ne marchent pas, ça dépend des patientes. Mais en effet, il y a plein de choses qui sont en train d'être évaluées. Il faudra qu'il y ait des évaluations, bien entendu. Mais en tout cas, nous, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même qu'on passe par cette étape avant d'aller à l'étape chirurgie qui doit vraiment être réservée quand rien ne marche. Comment faire quand on ne supporte aucun traitement hormonal? C'est une bonne question. En fait, ce qu'il y a, c'est que bon, il y a les traitements non hormonaux, mais j'imagine que si elle pose cette question, c'est que les traitements non hormonaux, y compris inflammatoires, ont été testés. Et c'est vrai que ces patientes-là, on va arriver plus vite à l'option de la chirurgie, malheureusement. Parce que c'est vrai que quand on ne supporte pas les traitements hormonaux, on n'a pas finalement cette option supplémentaire. Donc, une fois qu'on a finalement éliminé toutes les options possibles, on va plus vite arriver à la chirurgie. À quel type d'endométriose correspond une adénomiose? Ce n'est pas une endométriose. Ça, c'est très important comme question aussi. Pourquoi il y a cette confusion? Parce que souvent, l'adénomiose, alors qu'est-ce que c'est que l'adénomiose? L'adénomiose, c'est le fait que ce qui est dans la cavité endométriale, donc par les mêmes choses qui d'ailleurs sont responsables de l'endométriose, au lieu de sortir de l'utérus et de la trompe, vont aller infiltrer le muscle utérin. Donc c'est une pathologie qui est vraiment de l'utérus. Il y a cette confusion parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu la même chose finalement, c'est l'endomètre qui n'est pas à sa place. Et ce qui se passe, c'est que souvent ces deux pathologies bénignes sont associées. Donc, c'est-à-dire quand on a de l'endométriose, on a plus de chances d'avoir de l'adénomiose et inversement. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une certaine confusion, mais l'adénomiose, c'est une pathologie très différente qui souvent, en fait, arrive. Donc, il y a plusieurs formes d'adénomiose, mais c'est vrai que ça arrive souvent quand il y a eu des grossesses parce que le placenta va justement créer cette invasion un peu physiologique du myomètre. Donc, souvent, ce n'est pas le même profil des patientes. Et donc, c'est vraiment une pathologie différente, mais c'est important, par contre, quand on fait nos comptes rendus d'endométriose, dans le compte rendu standardisé qui a été proposé, c'est très important de décrire. Pourquoi? Parce que l'adénomiose est aussi responsable de dysménorrhée. Et donc, c'est important, ça fait partie des diagnostics différentiels. Donc, c'est vraiment une très bonne question, mais a priori, l'adénomiose, c'est une pathologie différente. Alors,
comment mieux sensibiliser le grand public? Je pense que là, on a fait quand même pas mal, le grand public. Je pense que le grand public, il a entendu parler d'endométriose beaucoup plus que de beaucoup de pathologies. Et c'est très bien, parce que c'est resté méconnu pendant des années. C'était un des objectifs aussi de la stratégie nationale. Il y a quand même une sensibilisation importante. On a donc ce mois, en fait, mois de mars, avec la journée mondiale de l'endométriose. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Nous, ce qu'on observe aujourd'hui en tant que professionnel de santé, c'est que justement, tout le monde a peur un petit peu. Tout le monde connaît maintenant et on est peut-être même un petit peu submergé par ces demandes en fait de recherche d'endométriose. Donc je dirais que l'information grand public, peut-être que voilà, dans d'autres pays c'est un work in progress, mais je pense qu'en France il y a eu vraiment un saut qui a été fait depuis justement la stratégie nationale depuis 2022, où là je pense que du coup maintenant tout le monde y pense peu ou prou devant des dysménorrhées, une infertilité. Et bien sur cette dernière question, merci beaucoup, professeur Thomasin, de nous avoir fait ce panorama sur la prise en charge diagnostique et notamment en imagerie de l'endométriose. Merci à tous ceux qui nous ont donc envoyé leurs questions. On espère qu'on a pu y répondre. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine session. Merci beaucoup. Merci à tous.